Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers amis, avant de démarrer, je voudrais déjà remercier Odile de la SCOP Signe qui va interpréter mon discours ce soir, et j'invite par ailleurs les élus qui sont là de noter bien le nom de cette SCOP pour solliciter une interprétation en LSF dès que c'est possible. Je trouve ça particulièrement utile pour inclure nos concitoyens sourds. Je voudrais avant toute chose vous remercier d'être là ce soir pour ces vœux 2023, ce moment qui jalonne habituellement le début d'année des élus, mais qui cette année prend un relief tout particulier. Ce sont en effet les premiers vœux depuis 2020 que nous pouvons partager ensemble en présentiel, et ce n'est pas anodin. Je nous souhaite donc une belle année qui nous apporte la santé, la sérénité, la tolérance, et qui puisse voir aboutir de nombreuses et nouvelles conquêtes sociales et environnementales indispensables pour vivre bien ensemble. Nous sortons donc lentement de cette pandémie, après une 9e vague, et pour ne pas étirer le temps de ces vœux et vous épargner une heure de discours supplémentaire, je ne referai pas ce soir la chronologie des 8 épisodes précédents, 8 vagues et les discussions sanitaires et politiques qui les ont accompagnées. Gardons donc simplement le terme de sortie lente de pandémie en espérant que cette sortie soit également durable. À l'opposé de cette lenteur, il y a la rapidité de l'entrée dans ce nouveau mandat sur les chapeaux de roue, à toute vitesse, mais sur la même trajectoire. Je reste ce député présent à vos côtés, disponible, mais aussi assidu à l'Assemblée nationale pour y porter vos préoccupations quotidiennes. Fidèle à mes engagements et à l'action que j'ai pu mener pendant 5 ans, et malgré une situation politique qui a fortement changé ces derniers mois, que ce soit à l'international ou ici, en France, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, plus directement. Pour ma famille politique, c'est la cristallisation attendue d'un pôle populaire rassemblé, avec la création de la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale, la NUPES, porteuse d'espoir et surtout d'une alternative pour enfin mener les politiques sociales et environnementales urgentes. Cette force politique composite n'est pas une chimère, mais bien la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Une union qui suscite de grands espoirs et que nous avons la grande responsabilité de faire vivre et perdurer. C'est un programme partagé de gouvernement de 650 mesures de rupture écologique et sociale avec l'ordre néolibéral, mais c'est aussi une déclinaison locale avec des réunions régulières et des actions concrètes pour changer la vie des habitants du territoire. De l'autre côté de l'échiquier politique, et alors que nous sortons de cette pandémie, c'est un désastre social qui est alimenté par le creusement conscient et constant des inégalités. Après l'épidémie de Covid, voici le temps de l'épidémie de frigo vide. Comment cette situation est-elle possible dans la 6e puissance mondiale? Des millions de personnes à l'aide alimentaire, dont une grande proportion sont nos gamins, étudiants, précarisés et méprisés, réduits à des numéros par l'algorithme de Parcoursup. Des millions de précaires et de travailleurs pauvres, obligés de choisir entre se chauffer et se nourrir. Certains essaient bien de cacher leur inconséquence dogmatique derrière le conflit en Ukraine, alors même que l'inflation actuelle avait pris sa source avant le conflit. D'autres font du rejet, de la violence et de la xénophobie leur réponse unique et universelle aux défis sociaux et environnementaux que notre société doit relever. Car des défis, il y en a de nombreux et de toute nature. Vous ne serez pas surpris, en effet, si je vous dessine le chantier actuel qui nous attend collectivement
vous avez sans doute déjà perçu et subi quelques-uns des effets de l'état de notre monde. Je démarre par la question environnementale, car visiblement, tout le monde a enfin pris conscience de l'urgence climatique cet été, si j'en crois le discours des vœux du 31 décembre de notre président. Nous avons vu concrètement en Gironde que l'absence de planification écologique, doublée de logique austéritaire, conduisant nationalement à la fermeture de 30% des centres de secours en 20 ans, ont mis en grande difficulté nos sapeurs-pompiers devant les incendies géants de l'été. La faiblesse, voire l'insuffisance des moyens humains et surtout matériels pour protéger la forêt et les populations, sont maintenant reconnus par tous. Alors que le risque d'incendie s'accroît et s'étend géographiquement, ici dans le département, tous les parlementaires et plus largement les élus du PES portent depuis l'automne des demandes budgétaires ambitieuses pour reconstruire ce service public vital au sens propre. Mais un été de canicule généralisée et d'incendie, ce sont inévitablement des problèmes sur la ressource en eau. Cours d'eau à sec, restrictions d'usage sur tout le territoire, population approvisionnée par de l'eau en bouteille, production agricole en difficulté, etc., etc. Cette fois encore, impossible de jouer l'étonnement. Scientifiques et responsables politiques ont pour certains tiré la sonnette d'alarme de longue date. J'y ai contribué avec 2 rapports parlementaires sur le sujet, dont un sur les conflits d'usage de l'eau. Cela n'aura pas évité la première guerre de l'eau dans le marais poitevin, alors que quelques dizaines d'exploitants agricoles industriels font main basse sur les nappes phréatiques. La seule réponse apportée, mépriser la majorité des habitants du territoire, opposer à ce pillage et en faire des éco-terroristes. Pour ma part, je plaide depuis le début de mon mandat pour une méthode plus intelligente et plus efficace de régulation de ces conflits et surtout de préservation de la ressource en eau, vitale pour chacun d'entre nous. Il faut urgemment des aides publiques réorientées. 1. Vers la transition agroécologique de notre agriculture. 2. Vers les collectivités locales pour aider à la désimperméabilisation des sols. Et 3. Vers la restauration du grand cycle de l'eau via notamment des paiements pour services environnementaux. Là encore, la méthode alternative existe, efficace et désirable, préservant le bien commun. Je terminerai sur l'écologie en disant quelques mots sur les énergies renouvelables, alors que nous avons voté il y a quelques jours à peine un projet de loi pour accélérer leur déploiement, projet de loi qui a largement raté sa cible. À se demander si le gouvernement visait vraiment la même cible, pour le coup, que les acteurs et experts du secteur, que les parlementaires et élus réalistes sur la bifurcation énergétique indispensable. Par ailleurs, je note que la France est le seul pays européen en retard sur ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Sans doute que l'aveuglement sur le pseudo-miracle des EPR ou encore sur la croyance dans la main invisible du marché ne sont pas pour rien dans cette situation, nous laissant ainsi dépendants du gaz norvégien ou du gaz de schiste des USA. Cette question des énergies renouvelables me permet de faire le lien avec la suite de mon propos. Je veux vous parler encore d'énergie, mais à cet instant, de son prix et de l'impact sur votre budget quotidien. Cette inquiétude alimente toutes nos conversations et c'est bien évident quand on constate l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, la fin des tarifs réglementés et donc l'extrême faillite de la main invisible du marché dont je parlais juste avant, qui, par le miracle de la concurrence libre et non faussée, nous promettait des tarifs toujours plus avantageux. Il suffit par ailleurs de voir cette concurrence libre et non faussée à l'action sur le marché du gaz dans la métropole. Un seul acteur, Gaz de Bordeaux, qui a usé de sa position pour évincer tous les autres dès l'ouverture à la concurrence. Alors je vais essayer de faire un court moment de pédagogie. Un discours de vœux n'exclut pas que l'on puisse lier l'utile à l'agréable. Juste, en quelques mots,
pour vous dire que cette flambée des prix n'est pas liée à la rareté des ressources, notamment pour ce qui concerne l'électricité. Ce sont les mécanismes de spéculation du marché de l'énergie qui obligent, par exemple, EDF à vendre une part de sa production à 42 € le mégawattheure à des opérateurs fantômes, dits alternatifs, en fait des courtiers avec un bureau et un ordinateur. Vous en trouvez l'illustration sur mon dernier porte-voix, c'est le petit dessin de presse sympathique que vous avez là. Donc des courtiers avec un bureau et un ordinateur, pour que ceux-ci revendent ces mégawattheures achetés 42 €, les revendent à 350, à 500, à 1000 € le mégawattheure, comme au pic de l'été dernier. Les boucliers tarifaires et autres sparadraps collés chaque semaine sur cette crise par le ministre de l'économie sont insuffisants. D'autant plus que c'est nous qui les payons avec l'argent public. Je parle bien sûr des boucliers, des sparadraps, mais aussi du ministre. Il vient d'ailleurs, ce fameux ministre, d'annoncer qu'il compenserait le manque à gagner de ces opérateurs fantômes, encore une fois, avec notre argent. Il nous faut donc bien évidemment sortir de ce marché virtuel et rétablir des tarifs réglementés de vente, basés sur les vrais coûts de production, et pour le gaz en particulier, il faut sans délai bloquer les prix. Nos boulangers et artisans, les TPE et PME attendent aussi que cette folie des prix s'arrête. En fait, cette question de l'encadrement des prix de l'énergie pose le même choix que sur les enjeux environnementaux que j'évoquais au début de mon propos. Il s'agit du choix politique de répartition des ressources. Ressources naturelles d'un côté, ressources financières de l'autre, que je pourrais aussi appeler, d'un vocable plus large, répartition de la richesse. Il en va de même pour les autres questions sociales que nous avons à trancher en ce début d'année. La première et non la moindre est celle du sens de nos existences, de la place du travail dans nos vies et du moment de l'existence où nous pouvons prétendre au bonheur simple de s'occuper de soi et de ses proches. Je parle bien sûr de la réforme des retraites. J'étais d'ailleurs aujourd'hui dans la rue, à Bordeaux, avec plusieurs dizaines de milliers d'autres personnes, dont vous étiez sans aucun doute, et pour beaucoup d'entre vous, je vous y ai croisé, à l'appel des syndicats pour défendre ce droit fondamental, héritage du Conseil national de la résistance, qui est plus que jamais menacé par cette réforme inutile et injuste. Plus largement, c'est notre modèle social tout entier qui est menacé, car il est question aussi de réforme de l'assurance chômage, du désinvestissement de l'État dans l'éducation, conduisant entre autres au non-remplacement systématique des professeurs absents, mais aussi des politiques inhumaines menées par les préfectures contre les sans-abri. Et sur ce point, on peut espérer que le départ prochain de la préfète Bussiot améliore un peu la situation. Là encore, discutons de la répartition de la richesse produite. Alors que nous avons appris il y a quelques jours que l'année 2022 vient d'établir un nouveau record de versement de dividendes avec 80 milliards d'euros distribués sur le dos de celles et ceux qui subissent une inflation provoquée par la cupidité et la voracité de quelques-uns. Alors, pour 2023, je nous souhaite de pouvoir mettre un frein à cet appétit sans fin qui saigne nos finances et nos services publics. Je pense ici particulièrement aux services publics de santé qui ont été fortement éprouvés ces derniers mois. Vous en avez sûrement fait l'expérience, que vous ayez un proche travaillant à l'hôpital ou que vous connaissiez quelqu'un qui a dû se rendre aux urgences récemment. En France, 150 personnes auraient perdu la vie en décembre de manière inattendue, faute de soins ou de prise en charge adaptée, et ce malgré les alertes répétées des soignants qui avaient prévu et prévenu de cette catastrophe. Combien de temps faudra-t-il à Emmanuel Macron pour prendre en compte ces alertes? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il sorte de la logique comptable qui régit l'hôpital aujourd'hui et qui conduit l'État à désinvestir et fermer toujours plus de lits? 5700 en 2020, 4300 en 2021, et on attend encore le chiffre pour 2022.
Nous avons malheureusement sur notre territoire l'illustration parfaite de cette politique absurde et délétère. Je pense évidemment au projet de fermeture de l'hôpital Robert Picqué, une structure utile, on l'a vu notamment pendant la crise Covid, une structure reconnue, avec un personnel compétent, et une fermeture qui profitera aux privés et aux promoteurs immobiliers. Heureusement, cette politique n'est pas une fatalité et les lueurs d'espoir s'accumulent. À l'Assemblée, le gouvernement a été de nombreuses fois mis en minorité sur le budget grâce à l'action concertée des députés NUPES, et sans les 49.3 de Mme Borne, nous aurions pu obtenir des avancées conséquentes. Localement, la déclaration du ministre des Armées suite à mon amendement au budget 2023 nous laisse espérer un changement de pied du gouvernement sur la gestion et l'avenir de l'hôpital Robert Picqué. Il s'en faut donc de peu pour que ces lueurs d'espoir se concrétisent et viennent rejoindre les victoires arrachées à une minorité présidentielle qui s'est montrée très fragile depuis le mois de juin. Je peux citer la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, enfin adoptée après des années de lutte, mais aussi l'adoption de notre proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Une victoire historique pour le droit des femmes à disposer de leur corps, contre lequel les réactionnaires ne désarment jamais, comme on le voit de par le monde, aux USA, en Hongrie, en Italie. Je voudrais enfin évoquer, pour terminer ces vœux, un problème démocratique qui se pose à nous tous ici. Que nous soyons d'accord ou non sur les perspectives politiques que j'ai esquissées pour l'avenir. En effet, comment expliquer à nos amis, à nos collègues, à nos enfants, que la démocratie permet que leur expression citoyenne soit respectée, quand l'Assemblée nationale, lors des discussions budgétaires, vote à la majorité l'augmentation de plus de 200 millions du budget des Outre-mer, 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique des bâtiments, 3 milliards d'euros au développement du fret ferroviaire, des petites lignes de train et des trains de nuit, la taxation des superdividendes, et que ces mesures, expression majoritaire du pays, sont balayées par un usage continu de l'article 49.3. Le budget du pays est le moment où nous décidons, en votre nom, de choix politiques majeurs. Faut-il plus d'argent à l'école ou à l'armée, aux deux, aux hôpitaux? Faut-il aider les TPE et PME ou distribuer des milliards de cadeaux fiscaux multinationales? Ces milliards ne seraient-ils pas plus utiles pour toutes et tous si on les investissait dans nos services publics? Est-ce raisonnable de rétorquer que cette utilisation du 49.3 étant constitutionnelle, elle ne pose aucun problème démocratique à cet instant? Est-ce raisonnable d'user de ces stratagèmes quand l'extrême droite xénophobe est en embuscade pour s'emparer d'une monarchie présidentielle propice à l'autoritarisme qu'elle feint de dénoncer pour mieux l'utiliser à son profit? Comment est-il possible pour les élus que nous sommes et les citoyens engagés que vous êtes de redonner confiance dans une 5e République usée par ces pratiques et minée par les affaires de corruption, d'usage personnel du pouvoir? Alors, du plus profond de mon engagement public, je forme le vœu que ces pratiques politiques cessent, que la 6e République advienne pour que nous puissions enfin engager les bifurcations écologiques et sociales nécessaires, pour que la discussion démocratique reprenne une nouvelle vivacité partout dans la société, dans les institutions, les associations, les syndicats et les formations politiques. Je vous remercie vraiment de votre attention. Merci à tous et à toutes.